Bonjour, je suis Frédéric Châtaignier et certains d'entre vous m'ont demandé de raconter mon histoire par rapport à la naissance de la méthode Châtaignier. Alors, je peux vous dire que pour vous raconter la genèse de la méthode, eh bien, il va falloir que je vous raconte ma vie. Je vais faire une version courte et une version longue. Et ce que je peux vous dire, c'est que cela pourrait faire vraiment une série de Netflix assez impressionnante. Il y a beaucoup à dire. Alors, par où vais-je commencer? Alors, pour comprendre comment j'en suis arrivée en fait à créer la méthode Châtaignier et pourquoi elle porte mon nom d'ailleurs, eh bien, il faudrait déjà que je commence par vous expliquer que je suis née malade avec une maladie inflammatoire chronique des intestins qui n'était pas connue à l'époque. Et j'ai passé la majeure partie de mon enfance malade, avec mal au ventre, avec des saignements de nez, hémorragiques, avec des douleurs, des crampes au niveau des mollets, avec des cystites à répétition, avec toutes les maladies infantiles, ça tout à fait normal, avec de l'herpès aussi labial ici, et puis la mononucléose, et puis un mal-être grandissant, de l'acné. J'ai passé mon enfance, comme le disait ma mère, t'as toujours une paille au cul. Malade. Voilà, sans arrêt, mal au ventre, sans arrêt, des troubles du comportement alimentaire aussi. J'ai fait un petit passage d'anorexie entre 4 et 6 ans, où ma mère était obligée de laisser traîner de la nourriture et de la viande rouge, du coup, crue, pour être sûre que je ne me laisse pas mourir de faim et que je mange. C'était une période très compliquée et dont je n'ai pas de souvenir particulièrement moi personnellement. En revanche, les troubles du comportement alimentaire ont commencé à l'adolescence. Et maintenant que j'ai le recul et que je comprends pourquoi j'ai eu tellement de carences, et bien mes intestins ne fonctionnant pas correctement, évidemment, je n'ai pas pu assimiler toutes les vitamines, minéraux et oligo-éléments dont j'avais besoin à l'époque. Et ça a entraîné forcément des symptômes et puis des diverses maladies. Ça a laissé proliférer un virus qu'on appelle l'Epstein-Barr virus, en l'occurrence. Ça m'a mis en fatigue chronique, incapable de faire du sport, de l'asthme d'effort, et puis un visage plein d'acné à l'adolescence et les critiques forcément des jeunes gens qui m'appelaient face de pizza ou tronche de cake, en l'occurrence. Et j'ai dû apprendre à prendre du recul et à passer au-dessus du regard des autres parce qu'effectivement, je n'étais pas spécialement jolie. Alors, tout ça pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans mon enfance qui a fait que les symptômes et mes carences se sont amplifiés, qu'à l'adolescence j'étais très mal, même psychologiquement, dépressive. Et puis l'apothéose, ça a été ma première grossesse. Première grossesse, j'avais 22 ans, j'ai accouché à 23 et j'ai pris pas loin de 40 kilos. Ce qui était énorme. Et j'avais ma mère qui m'enfonçait en me disant mais t'es grosse ma fille, il faut faire quelque chose, tu manges trop. Effectivement, je mangeais mal surtout. Je mangeais souvent, j'étais accro au sucre. J'avais un mari qui ne m'aidait pas trop psychologiquement à l'époque. Mais en même temps, on ne va pas taper sur les maris, même si ils ont de gros soucis psychologiques parfois. C'est moi qui l'ai choisi à ce moment-là, c'est moi qui ai dit oui. Donc si je l'ai épousé, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'était mon meilleur ami. Et j'ai fait mes propres choix. Et grâce à cela, eh bien, ça m'a permis justement de vivre certaines expériences, de vivre des épreuves parfois terribles, mais qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait réfléchir et qui du coup m'ont amené au point où j'en suis aujourd'hui. Alors, après avoir pris ces 40 kilos, que dire, il m'en restait une bonne trentaine une fois que mon petit est né, Elliot, qui a 26 ans à l'heure actuelle. Et la grossesse a amplifié ma problématique. Les hormones ont amplifié toute ma problématique. Alors déjà, je ne pouvais pas me mettre au régime. Quelque chose d'impossible pour moi, accro au sucre. Ce n'est pas que je manquais de volonté à proprement parler. La volonté, je l'avais. Mais dès que je commençais à me mettre au régime, eh bien, je ne tenais pas 3 heures. Parce qu'après un petit déjeuner de mauvaise qualité, en l'occurrence, et trop sucré, je ne pouvais pas tenir. C'est mon système nerveux, en fait, qui contrôlait mon comportement alimentaire et pas moi. Et c'est tout ce que j'explique dans la formation, justement. Donc, ça a commencé par cette surcharge pondérale. Une gynécologue qui m'enfonce aussi et qui me dit « Madame, il faut maigrir, mettez-vous au sport, arrêtez de manger et vous maigrirez ». Donc, on m'a enfoncé de tous les côtés.
Et je me disais, mais je ne peux pas faire de régime, je ne comprends pas comment mincir. J'étais encore très mal psychologiquement. J'avais de l'acné après la grossesse, alors je me suis trimballée de l'acné pendant des années, puisque je ne savais pas de quoi cela pouvait venir, et l'alimentation y est pour beaucoup aussi, bien sûr, et le processus inflammatoire chronique y est pour beaucoup. Et donc, j'avais ce besoin de maigrir, bien sûr, mais pas la capacité de le faire, pas les connaissances pour le faire. Et à l'époque, autant vous dire que je n'étais pas du tout dans le domaine de la santé. J'étais assistante de direction. Alors j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai été une adolescente fugueuse due au mal-être. J'ai quitté l'école très rapidement. J'ai dû y revenir par la suite, justement. Mais là, à ce moment-là, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, mon petit Elliot a 4 ans. Et je suis dans un état psychologique lamentable. Mon mariage bat plus que de l'aile. Et d'ailleurs, je demande le divorce. Alors je reviendrai peut-être sur les détails si ça en intéresse certains de ma vie. Mais je demande le divorce et en 1999, je me retrouve du coup seule à élever mon fils parce que le mari de l'époque n'avait pas spécialement envie de m'aider, voire plutôt de m'enfoncer, autant qu'il pouvait. Et je me retrouve seule avec mon fils. À l'époque, j'habite dans le sud de la France, à Grasse, et mon fils est à l'école de Mougins, puisqu'on habitait avec son père à Mougins, et donc j'ai dû déménager sur Grasse. Et je l'amenais, je ne voulais pas le changer d'école à ce moment-là, ça me semblait trop perturbant pour lui, déjà qu'on avait le divorce. Et donc, j'habite à Grasse, nous sommes en plein divorce, je fais les allers-retours, et le matin du divorce, justement, je me rends au tribunal, et là, je me rends compte que la justice n'est pas juste. Je me rends compte que finalement, mon futur ex-mari a le bras long et qu'il compte vraiment m'enfoncer. Et manque de bol, vraiment manque de bol, le matin où je prends ma voiture, c'était une Twingo Wind, eh bien elle a été ouverte, le toit ouvrant en toile a été ouvert, la portière a été tordue et on m'a volé l'autoradio de ma voiture. Et moi qui suis une ancienne chanteuse, qui adore la musique, le seul moyen pour moi de m'apaiser, c'est d'écouter de la musique. Donc voilà, ce matin-là, le pire jour de ma vie, on m'a volé mon autoradio. Et je me rends donc au tribunal. C'est un jour d'octobre et de pluie. Et au tribunal, je me rends compte qu'en fait, je me trompe totalement sur la justice familiale, en l'occurrence, puisque n'ayant pas les moyens, j'ai l'aide juridictionnelle. Et donc, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis licenciée économique à ce moment-là, donc je gagne à peine 900 € par mois et j'ai 800 € de loyer et j'ai un enfant à nourrir. Donc autant vous dire que financièrement, ça ne va pas bien. Je suis au chômage, du coup, et donc on me dit que je peux éventuellement prétendre à 100 € de pension alimentaire pour mon fils, 100 € qui ne seront pas payés au débarrage d'ailleurs, et qu'en fait, on m'accable de tous les côtés, je suis la fautive, je me retrouve vraiment accablée en me disant que je dois me débrouiller en gros. Et sur le parvis du tribunal, mon ex-mari m'enfonce mais terriblement en me disant que de toute façon je suis grosse, je suis moche et que je ne retrouverai jamais quelqu'un dans ma vie et que puisque j'ai voulu le quitter, eh bien j'irai me démerder avec mon fils en gros, et qu'il allait me couper les vivres et qu'il espérait bien justement que ça me tue en gros. Donc c'est assez terrible comme entente, c'est très particulier, je me rends compte que je vais me retrouver vraiment toute seule et que je suis partie pour galérer. Et donc c'est ce jour-là que tout a commencé, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'arrive vraiment, vous savez, quand on s'enfonce, mais alors vraiment je crois que je ne pouvais pas arriver plus bas. Je vais chercher mon fils à l'école à Mougins et j'ai plus d'argent, je me suis sentie piétinée, je me suis sentie maltraitée aussi, insultée. Et mon fils, dans la voiture, a faim. Il n'y a pas la radio, donc je ne peux pas nous calmer en chantant ou quoi que ce soit. La portière, comme je vous l'ai dit, a été tordue. Il se met à pleuvoir, mais à pleuvoir des trombes, et il pleut dans la voiture. Il pleut dans la voiture. Elliot crie parce qu'il a faim, et j'ai pas d'argent pour lui acheter un goûter à ce moment-là. J'ai plus rien. Et je me dis, mais comment je vais faire? Et là me traverse une idée terrible. Tellement je suis mal, que je me dis je vais rouler le plus vite possible sur la pénétrante pour aller de Mougins à Grasse. Et il y a un mur, il y a un virage qui est assez impressionnant. À un moment donné, je me dis je vais rouler le plus vite possible et je vais me prendre le mur et tout sera fini.
Et en fait, j'accélère réellement. J'accélère réellement. Seulement, plusieurs choses me traversent l'esprit et il y a vraiment des éclairs en plus dans le ciel. Et là, c'est un éclair de génie plutôt qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de voix ou de sentiment, de sensation qui me dit « mais ça y est, t'as tout perdu, t'as plus rien à perdre ». Si t'as plus rien à perdre, ça veut dire que tout est possible en réalité. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux devenir? Et là, déjà je me dis aussi, t'es pas une meurtrière. Si tu plantes la voiture, il n'y a pas que toi que tu tues ton fils aussi, et ça c'est juste inconcevable dans la tête d'une mère. Et l'autre chose qui me parcourt l'esprit, c'est mais moi je rêverais de reprendre mes études en fait. Je rêverais d'être psychologue ou psychothérapeute parce que je voudrais savoir ce qui se passe dans la tête de mon fils pour l'élever correctement. Comment je vais faire pour l'élever? Donc c'est la première chose qui me traverse l'esprit, c'est ça, c'est je voudrais reprendre mes études, je voudrais devenir quelqu'un, je voudrais pouvoir aider les autres, je voudrais pouvoir maigrir, parce qu'évidemment je suis en surpoids à ce moment-là, et je voudrais pouvoir aider les autres. Et j'ai vraiment une vision de moi dans le futur, dans un cabinet, en train d'aider les autres, en train de recevoir les gens, d'être quelqu'un, parce que c'est ça en fait, c'est la reconnaissance aussi qui me manquait, puisque je n'étais absolument rien à ce moment-là, et je venais d'être tellement écrasée, piétinée, que j'étais rien. Et je me dis, mais voilà, mais pour aider les autres, parce que c'est vraiment ça en fait, il y a ce côté altruiste quand même qui m'habite depuis le début. J'ai envie de sauver le monde depuis que je suis toute petite. Et je me dis, je veux aider les autres. Côté psychologique, ça m'attire énormément. Je lisais beaucoup de livres de psychologie, de développement intérieur. Je venais de lire justement un livre sur la psychologie de l'enfant. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et je ne pense pas à ce moment-là aux moyens, parce qu'évidemment, reprendre des études, c'est coûteux, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment je vais faire. Et ce que je sais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une lueur d'espoir maintenant. J'ai un projet. J'ai un projet qui va aider mon fils, qui va m'aider moi psychologiquement, parce qu'en fait, c'est vraiment au-delà du surpoids que j'avais, c'était vraiment le côté psychologique qui était terrible, parce que je souffrais mentalement d'une manière incommensurable, puisque je voulais en finir avec ma vie. Donc vous imaginez la souffrance que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et je me dis, ok, c'est ce que je veux faire. Je vais reprendre mes études, je vais regarder, je vais mettre mon plan en action et je vais chercher et je vais y arriver. Et il y a vraiment une sensation vraiment énorme d'espoir à ce moment-là, en me disant, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Donc voilà, tout a commencé avec cette envie de reprendre mes études, d'avoir un cabinet et de devenir psychothérapeute en fait. Et puis j'ai cherché, évidemment, quand j'en ai parlé à ma mère, je me souviens, ça n'a pas été d'une grande aide. J'ai entendu, mais Frédéric, tu as quitté l'école à 16 ans, tu as démissionné du lycée, de l'internat de jeunes filles, tu étais à Clermont-Ferrand, tu n'es pas capable de tenir dans un poste plus d'1 an, ce qui était vrai, mais parce que ce n'était pas ma voie. Comment tu vas faire? Parce que ce que tu veux faire là, c'est 4 ans d'études minimum. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, mais ça me passionne tellement, ça me fait tellement envie, je ne sais pas, il y a eu une force énorme. Et puis ce côté rebelle aussi, en me disant, tu vas voir maman que je vais le faire et je vais y arriver. Parce que je savais déjà que j'avais trouvé ma voie en fait. Donc il y a beaucoup de choses que je ne raconte pas ici parce que ça a été très compliqué évidemment. Mais en fait, je me retrouve du coup à m'inscrire au cours du CERFPA, cours du soir, donc en présentiel, et à aller faire les ménages chez les particuliers pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Et je retrouve un pseudo-travail, oui et non. En fait, je me refais licencier. Enfin bref, le travail et moi, ça a été quelque chose de passionnant et passionné. Et donc, je suis au chômage à ce moment-là et je fais des ménages chez les gens tous les matins, 3 heures par jour pour pouvoir me payer les études. Je déménage parce que je ne peux pas payer 800 € de loyer avec 900 € de chômage, évidemment. Je déménage dans un petit boui-boui qu'on appellera le Petit Gourbi, un appartement insalubre de 30 mètres carrés avec mon fils à Nice, vers Pasteur pour ceux qui connaissent. Et donc on se retrouve dans ce petit appartement, mais je ne le vis pas mal du tout. Je le vis bien parce que j'ai un projet, j'ai quelque chose et j'ai repris mes études. Évidemment, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je refasse d'abord mon niveau bac. Il a fallu que je reprenne tout à zéro et donc j'ai commencé à travailler. C'est là que j'ai fait une boulimie d'études. Je me suis mis vraiment à corps perdu dans les études et j'étais plus que passionnée. J'ai fait donc 5 ans d'études et non pas 4 parce qu'à la 4e année, enceinte de nouveau, remariée et j'ai ma 2e qui arrive. Mais
j'ai fait donc des études de psychothérapeute et à ce moment-là, je me dis bon bah il y a un problème parce que traiter le côté psychologique c'est pas suffisant. J'ai pleuré les 2 premières années pour tout vous dire, hein, parce que j'étais dans un état vraiment psychologique lamentable. J'ai pleuré vraiment les 2 premières années. Je n'arrivais pas à parler. Je pouvais pas parler devant même ne serait-ce qu'un prof parce que j'avais ce complexe d'infériorité, parce que m'exprimer était quelque chose de difficile. J'avais pas confiance en moi. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais j'avais pas confiance en moi. Je rougissais dès que je devais parler de moi. Et donc dans les cours, les profs peuvent s'en souvenir, ça bouillait, ça bouillonnait, les mots sortaient dans n'importe quel ordre, j'avais du mal à m'exprimer, je tremblais, enfin c'était quelque chose de terrible. Et donc c'est un énorme travail sur moi au démarrage. Et puis en même temps, je me suis dit, bon puisque tu es au chômage, que tu as un peu de temps devant toi, que tu fais les cours du soir, etc., tu vas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Donc c'est là, j'ai tout de suite cumulé en fait beaucoup de formations. J'ai cumulé l'hypnose très rapidement, la sophrologie, je fais 3 ans de sophro. J'ai fait l'hypnose et j'ai fait de la nutrition aussi. J'ai commencé par la naturopathie, j'ai même mon diplôme de réflexologue et j'ai même été enseignante à la Chambre des métiers de Saint-Laurent-du-Var, pour vous dire, en réflexologie plantaire et certains des hypnonutritionnistes m'ont connue comme ça d'ailleurs. Et puis donc j'ai enchaîné avec un DU de nutrition, 2 DU de nutrition, dont un au Collège des médecines douces du Québec. En fait, j'ai vraiment fait une boulimie d'études. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je comprenne, il faut que j'arrive à comprendre comment on fonctionne, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi j'arrive pas à perdre du poids, pourquoi j'arrive pas à me sortir de l'addiction au sucre. Et ça a commencé à, je dirais, dans mon esprit, je suis comme une pieuvre, moi. Alors, j'ai la chance, je dirais, d'avoir une très bonne mémoire et d'avoir des facultés de connexion, peut-être, au sein de mon cerveau qui font que je fais des liens entre les différentes choses que j'apprends. Et ça m'a énormément aidée. Et j'ai compris bien plus tard qu'en fait, j'étais une hypersensible, ce qu'on appelle une zèbre. Et à l'époque, c'était pas d'une aide du tout, c'était pas reconnu ni compris et maintenant ça m'a aidé en fait à prendre confiance en moi, à me dire qu'en fait c'est peut-être parce que j'ai quelques capacités finalement que je suis capable de comprendre certaines choses et que je ne suis pas si différente que ça de tout le monde et qu'au contraire je peux aider énormément de gens. Donc j'ai commencé à faire des liens, à comprendre beaucoup de choses, à tester, bon bien sûr sur moi-même. Et puis est venu le temps où j'ai ouvert mon premier cabinet et où j'ai vu qu'effectivement les gens appréciaient énormément le fait de pouvoir les aider. Après j'étais dans une empathie, bien sûr, peut-être trop présente à certains moments au démarrage. J'ai fait beaucoup d'erreurs au démarrage. Mais c'est comme ça qu'a commencé en fait la méthode Châtaignier. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues pour le poids parce que au fur et à mesure, bien sûr, j'ai pu perdre du poids et comprendre les choses qui se mettaient en place. Mais ça n'a pas été direct, ça n'a pas été d'un coup. Il a fallu quand même construire pendant des années et des années les diverses compréhensions pour arriver à comprendre tout ce qui se passait parce qu'on nous a tellement bourré le crâne avec les régimes que c'est difficile de sortir de ces idées reçues aussi. Donc ça s'est construit au fur et à mesure, la méthode Châtaignier. Et puis j'ai été recrutée par le CERFPA pour faire de l'initiation à l'hypnose au sein de leur école. Et là, mes étudiants en fait ont été plutôt passionnés par ma façon d'enseigner, de transmettre. Et c'est eux qui m'ont dit, mais Frédérique, tu devrais monter ton centre de formation. Nous, on te suit. Et effectivement, il y a encore des gens qui me suivent alors que ça date d'il y a assez longtemps. Puisque je parle de ça, ça devait être en 2007, 2006, 2007 ou quelque chose comme ça. Et certains d'entre vous me suivent toujours et merci beaucoup pour cette confiance. Et donc, ça a commencé comme ça en fait. Grâce à tout le monde, grâce, je dirais, aux années d'expérience, de connaissances, d'accumulation, de réussite aussi, parce que bien sûr, j'ai perdu mes kilos. Ça a mis 9 mois pour perdre 25 kilos, et puis après le reste petit à petit. Et j'ai perdu tout mon poids, et effectivement, je suis à mon poids de forme maintenant depuis une vingtaine d'années. Et je suis tellement contente de pouvoir aider tout le monde. Et je me dis, alors je suis une utopiste, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais j'ai vraiment envie de changer le monde. Et je me dis, si j'ai pu changer mon monde à moi, j'ai pu aider à changer le monde de certaines personnes. Et pourquoi pas révolutionner le monde de l'obésité et du surpoids. Et voilà, c'est la mission que je me suis donnée. Ça me passionne, ça a donné du sens à ma vie. C'est ce qui fait que je reste en vie, parce qu'avec mon hypersensibilité, il me faut un sens qui soit extrêmement profond. Il faut que je puisse aider les gens, sinon je ne peux pas vivre correctement. Donc ce sens-là,
vous le verrez, ça nous permet de sécréter des hormones, dont l'ocytocine, qui nous permet d'être attachés les uns aux autres, en fait, et à ne pas se sentir seul. Donc voilà, donc ça m'a amené à cette mission de vie, à créer la méthode Châtaignier. On cherchait un nom, moi j'avais plein de noms comme l'alimentation des gens heureux. Et puis au niveau de la communication, on m'a dit non mais il faut que ça porte ton nom, c'est toi, tu l'incarnes cette méthode, donc c'est la méthode Châtaignier. Et puis là, au final, on se rend compte que cette méthode, c'est ce qu'on appelle du self-hacking, parce que c'est nous-mêmes, nous sommes les hackers de notre propre corps, et nous pouvons justement intervenir et puis bousculer le système nerveux et hormonal et comprendre ce fonctionnement. Donc voilà, le self-hacking de la méthode Châtaignier, voilà comment il est né.